Alors, le paysan français va-t-il disparaître? Donc, métier parfois brocardé, parfois attaqué, mais métier profondément aimé. Les agriculteurs donc, sont essentiels à notre pays et font même partie, on peut le dire, de l'ADN. Alors, pour parler de ce sujet éminemment intéressant, je suis accompagné de Philippe Grégoire. Donc, Philippe Grégoire, vous êtes agriculteur indépendant, vous êtes à la tête d'une exploitation d'environ 80 vaches laitières dans le Maine-et-Loire. Vous êtes également l'ancien vice-président de l'Association des producteurs de lait indépendants, l'ancien vice-président également du mouvement de défense des exploitations familiaux et aujourd'hui coprésident national du SAMU social agricole. Alors, pour commencer cet entretien, on vient de traverser une période un peu compliquée entre la crise entre la Russie et l'Ukraine, mais également des sécheresses, ensuite suivies de plusieurs épisodes de canicule. Alors j'ai une première question, elle est toute bête, mais néanmoins importante, je pense. Est-ce que nous, les Français, nous aurons suffisamment de quoi nous alimenter l'année prochaine? Et est-ce que la France, finalement, est souveraine sur la question de l'alimentation? Donc bonjour à tous. Pour répondre à cette première question, la France est-elle souveraine? Alors c'est vrai qu'on recule en 10 ans, on a doublé nos importations, on est de plus en plus dépendant de l'extérieur, mais globalement on exporte plus qu'on importe. La balance commerciale bascule grâce à la viticulture qui a un solde très positif avec les céréales et un peu les produits laitiers, les fromages, les yaourts. Sur les fruits et légumes, on est passé la barre des moins 50%, c'est-à-dire qu'on importe plus de 50% des fruits et légumes. Le mouton, on est autour de 42% en autosuffisance. Le porc, on est autour de entre 30 et 40%, 33, 37%. On a reculé sur beaucoup de terrains. La grande France agricole qu'on avait lors des années, lorsqu'ils ont lancé le programme commun, la politique agricole commune dans les années 60, l'Allemagne s'était appuyée sur la France parce qu'on était un grand pays agricole et on a reculé, mais je vous dirai pourquoi on a reculé. On n'a pas reculé à cause de la sécheresse. Alors, on peut quand même se poser une question. Est-ce que notre modèle agricole actuel est pérenne? Vous le dites vous-même, vous le dites, on baisse, on importe plus. Comment on arrive à faire évoluer l'agriculture en l'adaptant, alors je pense peut-être aux attentes des consommateurs qui ont des attentes différentes. On peut également parler simplement des nouvelles données climatiques. Donc comment on adapte notre agriculture? Alors pour adapter notre agriculture, il faudra demain, et des projets existent, il y a des solutions, mettre un système en adéquation avec les changements climatiques, mais pour que ça soit réalisable, pour qu'il y ait une justice sociale et des paysans rémunérés, il faudra remettre en cause la financiarisation de l'économie mondialisée. Car la raison du recul des produits agricoles français, c'est tout simplement la théorie de David Ricardo des coûts comparatifs, c'est-à-dire qu'on nous a mis en compétition à partir des années 60 avec le programme commun. Alors au départ, il y avait la préférence communautaire avec les Allemands. Les Allemands étaient d'accord pour jouer le jeu, eux ils avaient l'industrie, nous l'agriculture. Ils disaient on va faire jouer la préférence communautaire, mais à condition que vous soyez au même prix que les Indiens et les Brésiliens. Donc ça commençait crescendo, comme ça. La compétition à tout va, donc on rentre dans un système où vous trouvez toujours quelqu'un qui va produire à moins cher que chez vous. Un Allemand peut produire à moins cher. Lorsque l'Allemand aura pris votre part de marché, ça sera le Hollandais. Et puis le Hollandais, en production laitière, qui ont énormément intensifié le pays avec tous les problèmes qu'ils ont, une fois qu'il a piqué les parts de marché aux Français, il est concurrencé par un Néo-Zélandais. Et c'est pour ça que ce modèle économique mondialisé, il ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner pourquoi? Vous allez le comprendre très simplement. C'est qu'un coût de production d'un producteur de lait ou d'un producteur de viande bovine
vous ne pouvez pas le mettre en compétition au niveau mondial, pour une raison très simple. Même, ce que je vous dis ne peut pas exister, mais même si on extrapole, qu'on mettait les mêmes exploitations, avec les mêmes structures, avec les mêmes charges sociales, ce qui est impossible, parce qu'un Indien ou un Brésilien n'aura pas les mêmes charges sociales. Même si on essayait de conditionner tout ça, chose qui est irréalisable, vous le savez, il y a l'histoire des monnaies après en plus, parce que la monnaie est une arme de guerre, les dévaluations pour les produits agricoles, pour les exportations des denrées agricoles. Vous avez le facteur climat, qui est la pluviométrie. Même nous, déjà, à l'intérieur de notre propre pays, entre quelqu'un qui va produire du lait dans le Gard et quelqu'un qui va produire du lait à Fougères, rien à voir. Il y en a un, il va enterrer l'autre tous les jours, de par la pluviométrie, parce qu'il y en a un, il va avoir 1000, 1100 mm, l'autre, il a 600 mm. Donc les cultures qu'il va mettre en place, c'est absolument impossible. Donc au niveau planétaire, c'est un massacre. Parce qu'au niveau de la Nouvelle-Zélande, où il y a de la pluviométrie, ils ont des herbages, c'est la raison pour laquelle c'est un véritable massacre agricole, surtout chez les éleveurs. Et comment dire, on a des études qui disent que les sécheresses vont se multiplier dans les années qui viennent. Pourtant, on a besoin malgré tout d'eau, on ne va pas se contenter de l'aide de la Nouvelle-Zélande. Donc comment justement on adapte nos sols, notre agriculture justement à peut-être consommer moins d'eau, avoir des nouveaux produits? Alors au niveau de l'eau, au niveau de l'irrigation, alors au niveau de la gestion de l'eau, irriguer pour l'agriculture, oui et non. Pourquoi oui et non? Lorsque vous irriguez, par exemple un horticulteur qui a des surfaces très limitées, pas de problème. Un paysagiste, un maraîcher, pas de problème. Mais lorsque vous partez sur des grandes cultures, créer des bassines qui vont coûter une fortune, c'est vous qui allez les payer, parce que je vais vous parler tout à l'heure, en tant que consommateur, c'est vous qui financez le modèle agricole depuis 1962. Donc c'est vous qui allez payer, rassurez-vous, à travers vos impôts. Vous allez financer des bassines. Alors, il y a deux façons de les remplir. On peut les remplir par les bassins versants. Mais comme depuis la loi de 1992 de Dominique Voynet, il n'y a plus le droit de créer des réserves d'eau sur les cours d'eau classés. Maintenant, la nouveauté, depuis Dominique Voynet, c'est de stocker l'eau sur les buttes. Donc ça veut dire qu'il faut les pomper deux fois. Donc il faut les pomper une fois dans la nappe, remplir la bassine, pour ensuite irriguer les cultures. Alors, pourquoi je vous ai dit oui et non? Parce que mettre en place des projets comme ça, qui vont coûter des fortunes, si c'est pour produire, je vais vous prendre un exemple, du lait, avec la laiterie Sodial, qui est la plus grosse coopérative française, à jeu égal avec Lactalis, une partie de ces produits est exportée en Afrique, au Burkina Faso. Donc vous allez financer des bassines. L'agriculteur va arroser ses maïs tout l'été. Il va passer 5 fois, 6 fois, 10 fois. Alors que mes amis à Fougères ou en Bretagne, ils n'ont pas besoin d'irrigation. Vous allez faire des maïs là, vous allez vider les nappes pour produire une culture qui ne sera pas rentable. L'agriculteur ne sera pas rémunéré. Pire, les produits envoyés au Burkina Faso par notre coopérative, qui étaient subventionnés à une époque, elles ne le sont plus, subventionnés par vous, elle fait mourir les paysans là-bas qui veulent se développer. Donc là, on a faux sur toute la ligne. Si c'est pour du maraîchage, des horticultures, des cultures bien définies, la pépinière, pas de problème, les arboriculteurs, bon, voilà, dans la mesure où il y a une valorisation. Le problème de l'irrigation, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas dire, j'entends des débats en disant en Espagne, il arrose 25% des surfaces, on a du retard sur l'Espagne et tout. Arroser, oui, mais pour faire quoi? Pour quelle destination des produits? Avec quelle marge pour les agriculteurs? Parce que sinon, on va remonter des usines à gaz. Alors, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé dans les mises aux normes des exploitations. Les réseaux chambres d'agriculture vont faire travailler les bureaux d'études, ça, il n'y a pas de souci. On va développer toutes ces plateformes-là. Les constructeurs des bassines, pas de souci. Mais l'agriculteur, lui, zéro. Au contraire, on va le rendetter. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de la mondialisation, finalement. Nouvelle-Zélande, le Brésil, l'Inde. Moi, j'ai une question, c'est comment on peut maintenir finalement en France, et vous en êtes un exemple, vous êtes à la tête d'une petite exploitation agricole de 80 bêtes,
Mais est-ce que quelque part, ces petits éleveurs, ces petits agriculteurs ont encore leur place dans cette machine immense qu'est la mondialisation? Comment vous arrivez à être rentable? Comment vous arrivez à vivre de votre activité? Alors, ce qu'a détruit les agriculteurs, bon, bien sûr, vous le savez, c'est les prix agricoles, parce que avant la PAC de 92, les subventions allaient aux organismes stockeurs, allaient aux coopératives, au bras de l'agroalimentaire, dont je vais vous parler après. Et à partir de 92, ils ont décidé de nous mettre encore plus sur les marchés mondiaux en concurrence, et ils ont décidé de verser des aides à l'hectare. Pas à l'unité de travailleurs, mais à l'hectare. Donc là, à partir de là, les écarts se sont encore creusés. Parce qu'ils sont en train de commencer à rectifier le tir, mais il y a beaucoup de mal de fait. C'est-à-dire qu'en 92, ils sont partis sur les références historiques des moyens, des quintaux livrés en moyenne par département. Je m'explique. Quand vous étiez autour de Paris, dans des bonnes terres, où il y a à Marne-la-Vallée, là où il y a le parc Euro Disney, les meilleures terres de France dans cette zone-là, ça vous déclenchait, comme c'était des aides compensatoires aux surfaces cultivées, pour aller en compétition encore plus sur les marchés mondiaux, ça vous déclenchait par exemple 500 € d'aide compensatoire par hectare. Parce que le rendement moyen de ce département était par exemple un rendement moyen de 85 quintaux hectares, rendement moyen départemental. Et si vous étiez dans le Gard ou dans l'Aveyron, que vous aviez un rendement moyen qui était de 50 quintaux, parce que c'est des terres moins bonnes, c'est pas des terres à céréales, et bien là vous aviez peut-être que 200 €. Moi j'ai des voisins qui étaient tout en herbe, il avait 60 € de prime PAC à l'hectare. Donc il y avait des écarts qui pouvaient aller de 60 à plus de 500, 600, j'en passais des meilleurs. Et donc là, en langage clair, plus vous aviez des bonnes terres, plus vous aviez grandes terres, plus vous touchiez d'argent. Donc je vous laisse deviner la suite. Hein. Donc ça a été mis en place par le syndicalisme, FNSEA, avec les hommes politiques. Alors après, ils ont commencé à rectifier le tir, mais il y a eu énormément de mal, et c'est l'élevage qui a été le plus touché. Parce que forcément, les éleveurs, il avait une partie en prairie. En fait, avant 92, il ne fallait pas avoir de prairie, il fallait tout cultiver, il fallait avoir du blé, du colza, du maïs, et c'est ça qui déclenchait de l'aide. Si vous étiez en herbe, vous aviez moins d'aide. Et après, venaient s'ajouter les rendements moyens par département. Alors, dans les départements plus pauvres, automatiquement, ils ont touché moins d'aide. Donc ça, c'est un truc invraisemblable, mais c'est ce qui s'est passé. Et vous, donc, en tant qu'éleveur, encore une fois, d'un petit cheptel, vous arrivez à vivre convenablement de votre activité? Alors, non, les éleveurs... alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que quand on parle d'agriculteurs, il y a plusieurs types d'agriculture. Comme le disait Valéry Giscard d'Estaing, il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Il y a environ 70 000 fermes qui gagnent plutôt 2 500 €, voire même plus de 3 000 € mensuels. Mais il y a de grandes disparités. Il y a les vignobles qu'il faut mettre à part. Et dans les vignobles encore, il faut faire plusieurs cases. Il y a ceux qui sont coopérateurs et il y a ceux qui vinifient leur vin et qui valorisent à travers des appellations. Après, il y a les céréaliers qui ont eu plus de PAC au départ, qui sont dans des terres à haut potentiel. Mais il y a plusieurs types de céréaliers aussi. C'est complexe. Parce qu'il y a des céréaliers qui sont dans ce que j'appelle des zones intermédiaires. C'est-à-dire des terres de moins bonne qualité, qui avaient de l'élevage avant, qui ont abandonné l'élevage parce que ça devient trop difficile, et ils ont vendu les troupeaux pour se mettre en céréales, sauf que ce n'est pas des terres à céréales. Et ces gens-là sont des céréaliers qui peuvent également être pauvres. Mais 75% des paysans gagnent moins du SMIC, 40% gagnent moins de 350 €, malgré les aides de la PAC. Donc, et si vous voulez, la ferme France fait autour de 73 milliards d'euros, et à la fin, quand vous comptez tout, il reste 4 milliards, donc 400 000, vous voyez, on est autour de 10 000, avec de très très grandes disparités. Très 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 grandes disparités. C'est ça la problématique du métier agricole. C'est qu'il y a des disparités énormes entre les productions. Alors après, quand tu me posais la question, les petites fermes ne sont pas rentables, il se trouve que j'ai un ami dans mon département, le Maine-et-Loire, qui a un troupeau de 10-15 vaches en monotraite, qui est passé en bio, qui était dans le système attaché à la coopérative, comme tout le monde, comme pratiquement la majorité des agriculteurs. Il en est sorti au bout de 5 ans, il a dit « je sors ou j'arrête le métier ». Et on a été convié à une table ronde avec le gérant de la ferme des 1000 vaches, une autre ferme qui était plutôt intensive avec 2 robots de traite
et mon ami Jean-Marie pour avoir un débat, une conférence débat organisée par les chambres d'agriculture. Et pour préparer cette conférence, ils ont récupéré les comptabilités. Et une fois qu'ils ont récupéré les comptabilités, la conférence a été annulée. Pourquoi? Parce qu'on pouvait démontrer, alors tout le monde ne peut pas le faire, hein, ça, soyons bien clairs, mais on pouvait démontrer qu'une petite exploitation qui valorise, lui, fait que du yaourt, hein, et ben, tous les autres, ils passaient sous la table. Hein. C'était même pas la peine qu'ils viennent au débat. Parce que la ferme des 1000 vaches, avec la mécanisation, avec les coûts journaliers, ramener tous les fourrages dans une stabulation, des bêtes qui ne sortent jamais. Hein, le coût, la durée de vie des animaux, le premier vélage se fait autour de 28 mois, elles font 2 lactations, 7, et les vaches elles sont terminées, elles sont foutues. C'est des Formule 1, elles font 10-12 000 litres. Hein, alors que dans des formules plus douces, elles vivent 10-12 ans. Donc, ils ont refusé le débat, parce que le problème, c'est qu'on aurait sans doute été filmé, et là, on lançait un coup de pétard dans tous les médias, en démontrant que les modèles autonomes, mais qui ne font pas tourner l'agroalimentaire et l'agro-industrie, hein, sont plus rentables que les autres. Parce que les autres, pour arriver à les équilibrer, il faut mettre le méthaniseur au bout. Il faut développer la méthanisation pour revendre du méthane et améliorer le bilan énergétique de la France via l'industrie. Et après, on trafique le coût de rachat du méthane pour donner un semblant de rentabilité à l'outil, les bovins qui sont dessous. Mais ça, c'est un jeu très dangereux. La méthanisation, ils sont partis à fond là-dessus en Allemagne. Au bout de 10 ans, ça flingue les terres parce que vous enlevez le carbone pour produire du méthane et ça fausse totalement les données et c'est lié aux décisions géopolitiques et géostratégiques des chefs d'État par rapport au rachat du coût de l'énergie, donc du méthane. Donc en fait, le but du jeu de ça, c'était de faire grossir les élevages pour qu'on soit en même temps producteur de gaz. D'ailleurs, il y a un accord avec le groupe GDF-Suez, hein, mais c'était encore pour nous faire baisser le prix des parts fermes, de notre lait, de nos bovins, pour prendre des parts de marché contre les Néo-Zélandais, les Indiens, etc., etc. C'était toujours la théorie de produire plus, intensifier pour prendre des parts de marché. On est toujours dans ce schéma-là. Alors, j'ai une question. Je voulais aborder le... On va venir sur un petit peu, on va parler un petit peu de la FNSEA tout à l'heure, mais avant ça, j'ai une question à vous poser. Est-ce que produire plus, donc ça veut dire consommer plus, donc ça veut dire parler des consommateurs. Vous et moi et l'ensemble de la salle, nous sommes des consommateurs. Alors, est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu trop habitué à acheter beaucoup, à faible prix? Est-ce que finalement, on n'aurait pas un effort collectif à faire, finalement, se dire on veut de la viande de qualité, on veut des céréales de qualité, du pain de qualité, il faut qu'on y mette peut-être plus d'argent qu'on ne le fait déjà aujourd'hui pour justement vous maintenir un meilleur niveau de vie, pour faire vivre les agriculteurs. Oui, alors moi je pense que ça c'est un discours, c'est pour éviter de répondre au fond des choses, au fond du débat. Le budget des ménages représente aujourd'hui, le budget alimentaire représente autour de 13%, c'est vrai qu'il a représenté 25%, mais ça a été organisé, la plaque tournante de ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est l'agroalimentaire. Tout est dans les mains de l'agroalimentaire. Et la preuve que c'est faux, c'est que vous prenez l'exemple, alors vous allez me dire le vin c'est pas vital, mais bon, c'est vrai, on est obligé de manger 3 fois par jour, on n'est pas obligé de boire 3 fois par jour. Mais on a l'exemple du vin, qui est un bel exemple français, qui a fonctionné, qui fonctionne dans d'autres pays, où le vin, si vous voulez, alors ceux qui sont en coopérative, certains ont des problèmes, hein, mais ceux qui vinifient et qui vendent leur vin, ils ont toute la valeur ajoutée parce qu'ils ne passent pas par les outils de transformation qui nous étranglent. C'est eux qui valorisent, ils n'ont pas d'intermédiaire. Et le vin, sur des territoires, l'INAO a déterminé des AOC. L'AOC Bordeaux, l'AOC Coteau-du-Layon, chez moi, etc., etc., le Muscadet, etc. Et les zones qui ont été déterminées, vous vous installez derrière vos parents, vous reprenez un vignoble, vous décidez de vous mettre à faire le vin, vous allez vendre votre bouteille de vin avec votre nom dessus, château, machin, ce que vous voulez, et l'appellation, elle n'appartient pas à la coopérative. Elle est sur un territoire donné. Quand vous allez vendre votre bouteille, vous allez vendre un savoir-faire et une appellation qui est sur un territoire.
Nous, et là je m'adresse à vous en tant que consommateur, parce qu'on peut vous accuser en disant « c'est de votre faute parce que vous ne pouvez pas payer, vous ne voulez pas nous payer la nourriture assez chère », je vous rassure tout de suite, on peut augmenter, ça a déjà été augmenté, de toute façon, vous faites vos courses, vous le savez, vous pouvez augmenter demain matin de 30% les prix, on n'en verra pas la couleur. Tout simplement parce que nous, on n'a pas affaire à la grande distribution. Nous, on vend à Lactalis, à Sodial, les cochons, ils vendent à la Coperle, la viande, c'est Jean-Paul Bigard, et ces gens-là sont en situation d'oligopole. Et tant qu'on aura des oligopoles comme ça, et qu'il n'y a aucun politique, aucun législateur qui décidera de mettre un code de la route, des panneaux de signalisation avec des stops et des limitations de vitesse pour ces gens-là, qu'ont ravalé toutes les structures. Il faut savoir que quand on parle de l'agroalimentaire, certains nous disent l'agroalimentaire, c'est entre 15 et 17 000 entreprises, face à 3 centrales d'achat. C'est faux. L'agroalimentaire, c'est un montage qui a été fait. Il y a 1,4% des entreprises agroalimentaires qui font 82% du résultat final. C'est des oligopoles, simplement, vous ne les connaissez pas, c'est parce qu'il y a des bras avec des holdings qui se sont montés progressivement crescendo. Ça a commencé en 1963, le paysage agricole français. En 1963, c'est créé par le fonds d'investissement des céréaliers de la FNSEA, le groupe Unigrain. Le groupe Unigrain, c'est qui? C'est une multinationale qui investit dans l'agriculture en France, en Europe et dans le monde. Vous irez voir. Sur Internet, vous tapez Unigrain, vous verrez, ils ont des plateformes à Sao Paulo, en Espagne, tous les continents. C'est qui Unigrain? Unigrain, par exemple, ils ont racheté le numéro 1 mondial du matériel de la boulangerie industrielle mondiale à la famille Wendel, une riche famille d'industriels du nord de la France, où était dans le conseil de direction Ernest Antoine Seyer. Ça, c'est Unigrain. Vous avez les brioches paquets, le financement, c'est Unigrain. Si vous mangez des glaces, le numéro 1 des glaces en France, 17 millions d'euros de résultats nets, c'est la société L'Angélis en Charente-Maritime, financement Unigrain. Alors la plus belle, c'est que c'est financement Unigrain avec qui? Avec des bras des réseaux bancaires, bien sûr, principalement le Crédit Agricole, mais pas que, la BNP, mais surtout avec le bras de l'État, avec la Banque publique d'investissement. C'est-à-dire que tout le modèle agricole s'est créé par des multinationales comme ça, avec la Banque publique d'investissement et en accord avec la Banque centrale européenne. Ensuite, en 82, suite à l'embargo américain des protéines, du soja, le gouvernement de l'époque a demandé à la FNSEA de trouver une parade pour le plan protéines, pour être moins dépendant des Américains, ce qui était une bonne idée. Là, c'est créé la société Sophie Protéol, qui s'appelle aujourd'hui le groupe Avril, qui est leader de toutes les huiles, qui est numéro 1 des aliments du bétail à travers le groupe Sanders. Pareil, c'est une oligopole de structures qu'ils ont rachetées. Ils sont sur tous les continents, la même chose. Ensuite, vous avez une autre structure au-dessus qui regroupe toutes les coopératives. Tout ça est lié au syndicat parce que c'est les mêmes personnes, qui s'appelle InVivo. Donc InVivo, c'est le regroupement de toutes les coopératives, de plus de 200 coopératives, regroupées dans un pôle, donc qui sont à l'étranger, qui sont en Ukraine, qui investissent partout. Vous tapez InVivo sur Internet, vous verrez. Ils sont rendus au forum de Davos maintenant, à travers la French Tech. Donc InVivo, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous allez dans un magasin Jardiland, c'est InVivo. Les magasins Delbar, c'est InVivo. Café de Paris, c'est InVivo. C'est quelque chose de tentaculaire. Si vous voulez, tout est tenu par des multinationales. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vous dit « c'est de votre faute, vous refusez de payer les produits agricoles », ben, je suis désolé de vous dire, mais demain matin, il y a déjà eu des hausses. S'il y a des hausses, il ne reviendra pas un centime dans la poche des producteurs. Sauf pour ceux qui vendent au détail, on est bien d'accord, mais ça, c'est une minorité. La plupart des gens sont attachés aux outils de transformation. Alors, si vous consommez du lait, le prix, il est fait par 2 acteurs, Lactalis et Sodial. Sodial, c'est la coopérative où le président est le fils de l'ancien président de la FNSEA. De toute façon, vous retrouvez les mêmes personnes dans tous les organigrammes. Donc, eux, ils font un peu plus d'11 milliards de litres sur environ 23 milliards. Voilà.
Donc c'est eux qui donnent le là du prix. C'est la raison pour laquelle actuellement, Sodial baisse le prix en conventionnel et en bio, et c'est lui qui met la tendance vers le bas. Par exemple, aujourd'hui, on est payé 10 centimes de moins qu'en Italie, où ils ont réussi, eux, à conserver un peu plus de petites coopératives, parce que les petites coopératives marchent bien. C'est dans la mesure où on passe au stade de la multinationale qu'on est foutu. Et alors, sur le lait, ce qui est important de savoir sur le lait, quand je vous dis qu'il y a 2 acteurs principaux qui fixent le prix du lait, il y a peut-être quelque chose qui va vous choquer, c'est qu'il y a plusieurs acteurs sur le terrain. Alors, les coopératives sont regroupées en une seule entité, donc que vous livriez votre lait à une coopérative ou une autre, ça ne changera rien. Mais il existe quelques privés, il y a Lactalis, il y a Bell, il y a quand même quelques intervenants. Mais, cerise sur le gâteau, ils ont des accords de collecte, c'est-à-dire qu'ils regroupent les tournées pour faire le moins de kilomètres possible avec les camions. Donc le lait va dans le même camion. Vous voyez un peu où on en est. Entente illicite sur la matière première. C'est-à-dire qu'en moyenne, depuis 40 ans, on était payé entre 30 et 33 centimes. Là, on va finir l'année en conventionnel à 43 centimes, parce qu'il y a eu tellement de hausse de charges, on est très très loin du compte. Et pour vivre à peu près, comme le reste de la société, il faudrait être autour de 60 centimes en conventionnel. Vous voyez un peu pourquoi les éleveurs, c'est le déménagement du territoire. Donc ces gens-là se sont mis d'accord, ils ne se font pas concurrence sur la matière première, il y a entente illicite. Ensuite, ils font comme les opérateurs, si vous voulez, SFR, Bouygues et Orange. Ensuite, une fois que le produit est rentré chez eux, là, ils ont leur marque. C'est eux qui ont les marques, Babybel, Camembert Président et tout ça. Mais vous voyez la différence avec la viticulture. Un viticulteur qui s'installe, il vend sa bouteille, l'appellation n'appartient pas à la coopérative. Là, les marques de fromage, elles appartiennent à la coopérative ou à Lactalis. En volaille, pareil, le groupe LDC, c'est lui qui a les marques. Poulet de Loué, Père Dodu, etc. En viande, Jean-Paul Bigard, 80% des abattoirs. La marque Charal. Si vous voulez, les marques, c'est eux qui les tiennent. Donc, nous, paysans, dans nos exploitations, comme on a des oligopoles en face de nous, en fait, on n'a pas d'autre choix que de vendre à eux. Et le pire, c'est les hors-sols. Parce que les hors-sols, ils décident, c'est eux qui ont les couvoirs, donc ils amènent les animaux, ils décident des vides sanitaires, la durée des vides sanitaires. C'est l'industriel qui fait la facturation, ça j'avais oublié de vous le dire. Nous, on ne fait pas notre facture, c'est l'acheteur qui fait la facture. C'est eux qui décident quand ils reprennent les animaux, c'est eux qui décident de tout. C'est des contrats léonins. C'est des contrats léonins. Et avant, en production laitière, Michel Rocard, en 1984, avait mis en place les quotas laitiers. Il y avait 396 000 fermes en France qui livraient du lait en 1984. On en a 35 000 aujourd'hui. Et avec 10 000, ils vont y arriver. Avec 10 000, ils vont y arriver parce qu'ils endettent les gens. Et une fois que les gens sont endettés, l'endettement moyen est de plus de 250 000 euros par exploitation. Et 50% des paysans ont plus de 50 ans. Alors, voilà la situation. Vous dites des choses très intéressantes. En fait, je vous entends parler, je me dis, mais bon, il y a quand même d'autres acteurs qui doivent participer à ce processus pour vous défendre. Et je pense notamment à la Fédération nationale du syndicat des exploitants agricoles, la FNSEA, qu'on voit quand on voit la présidente Madame Lambert régulièrement sur les plateaux télé. Qu'est-ce que vous pensez de leur action? Est-ce qu'ils représentent suffisamment bien les agriculteurs et les éleveurs pour vous permettre de mieux gagner dignement votre vie? Oui, alors, avant de répondre à cette question-là, j'ajoute, parce que quand j'ai arrêté sur le revenu, 75% des paysans gagnent moins du SMIC. Ce qui se passait avant, mon notaire me l'avait dit, et c'était pas faux, mis à part certains grands céréaliers, parce qu'il faut toujours sortir des cas exceptionnels. Hein. Vous allez voir des gens, bien sûr, il y a d'énormes différences. Alors attention au matériel, parce que le matériel, des fois, il est en leasing, il est pas à nous, il est à la banque. Mais avant, je dirais avant, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, si on remonte en arrière, les agriculteurs ne vivaient pas forcément richement, mais quand ils cédaient leur exploitation, ils avaient un petit capital. Et ça rattrapait un peu le fait qu'ils ne s'étaient pas prélevé le SMIC de moyenne. Ça compensait un peu. Simplement, maintenant,
ils sont ruinés parce que les outils agricoles n'ont plus de valeur, puisqu'on ne dégage pas de marge. Vous avez vu les friches industrielles, vous allez voir en voiture maintenant au bord des routes tous ces bâtiments abandonnés, principalement dans l'élevage, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc nous, en tant qu'agriculteurs, moi c'est mon cas, mon fils il est à l'école d'ingénieur, on veut l'empêcher d'être agriculteur, parce que je ne veux pas qu'il vive ce que j'ai vécu. Donc nous, voilà, on veut l'empêcher. On est prêt à installer des jeunes à une seule condition, c'est qu'il y ait une rémunération, qu'on ait des marges. Mais dans des conditions comme ça, avec 2 suicides par jour, stop. Alors, la FNSEA, le problème, c'est qu'il faut connaître l'histoire. C'est qu'après la guerre, il a fallu reconstruire le pays. Donc, en 1945, il y a eu la création de la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, où en gros, on a regroupé la Mutualité Sociale Agricole, ce qui est aujourd'hui Groupama, et le syndicalisme. Et dès 1946, la FNSEA, elle, a pris son indépendance, s'est créée. Elle a fait un travail considérable, remarquable. Il y a eu beaucoup d'avancées. La protection des fermiers, le statut du fermage, il n'y a rien à dire. Il y a eu des tickets de rationnement jusqu'en 1952. Simplement après, à partir des années 60, on est rentré là dans la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Et là, ce qui s'est passé, c'est que des années, en gros, je résume, des années 60 aux années 80, il y a eu une forte restructuration des paysans. On était plus de 10 millions. Les paysans, tout le monde ne pouvait pas s'installer, il y avait des petites surfaces. Une partie de la main-d'œuvre est partie dans l'industrie. Forte restructuration. Ensuite, des années 80 aux années 2000, c'est l'agroalimentaire, les coopératives qui se sont fortement restructurées. Et des années 2000 à venir à aujourd'hui, c'est la financiarisation des multinationales à travers la French Tech, à travers les holdings et tout ça. Et pourquoi aujourd'hui le syndicat, le seul syndicat qui a pignon sur rue et qui est sur les plateaux, qui nous empêche d'aller sur les plateaux d'ailleurs, il représente 26% des paysans. Simplement 26%. C'est les résultats des élections Chambre d'agriculture qui ont lieu tous les 6 ans. Alors pourquoi? Mais parce que, comme il a fallu redresser le pays après la guerre, le gouvernement de l'époque a donné, avec la SAFER, la gestion des terres aux syndicats. C'est-à-dire que pour avoir des terres, vous pouvez consulter, Jean Gabin avait essayé d'acheter une ferme, il est décédé, mais ses enfants s'en rappellent encore. Pour avoir des terres, il faut passer par les mailles du syndicat. Il y a une commission structure dans tous les départements, il y en a une dans le Gard, et dans cette commission, je vous fais vite, il y a 20 membres, il y a des représentants de la DDT, il y a des représentants des banques, de la MSA, ils sont 2, pas plus. Et puis après, vous avez 2 représentants de la Confédération paysanne, où était José Bové, en gros, c'est ça la moyenne, par département, et puis 2 de la coordination rurale, qui est un autre syndicat. Donc ils sont 4, et les autres en face, ils sont entre 12 et 14. Donc quand on passe au vote, inutile de vous dire, ils ont mis la main sur la gestion du foncier après la guerre. Donc si vous voulez, c'est comme si que pour venir ici, pour avoir votre permis de conduire, il fallait avoir, je ne sais pas moi, votre carte à force ouvrière. Donc ils ont verrouillé ça dès le départ. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont restés en position dominante. Et après, ils se sont mariés aux coopératives, les coopératives qui se sont développées. Les présidents de syndicats sont les présidents de coopératives et sont les présidents des caisses régionales des crédits agricoles. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes ou c'est les mêmes groupes de personnes. Et dans le film « Au nom de la terre », auquel je rends hommage, puisque je suis en contact avec ces gens-là également, ils ont juste, rien n'est parfait, rien n'est parfait. Ils ont juste oublié une chose, rien n'est parfait, il aurait dû dire que le drame qu'il y a eu dans ce film « Au nom de la terre », le responsable de la coopérative qui venait sur l'exploitation voir l'éleveur, le responsable de la coopérative du matériel qu'on appelle des CUMA qui venait voir l'agriculteur, et le responsable du crédit agricole local, c'est la même personne, ou c'est son beau-frère. C'est ça qu'il fallait dire. Il y a co-gestion, si vous voulez, le syndicat au départ, ça a été un contre-pouvoir, et au fil du temps, avec les bras de l'agroalimentaire, c'est devenu un co-gérant du pouvoir. Alors, on
va parler maintenant, si vous le voulez bien, du mal-être dans le monde agricole. C'est quelque chose d'assez tragique, et vous venez de parler du film, il parle de ça. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure d'assez fort, finalement, votre fils, vous ne voulez pas qu'il prenne votre succession, ce qui est quand même quelque chose dans le monde agricole où on est souvent dans la succession, dans le continuum de l'histoire familiale, c'est quelque chose d'assez fort. Donc, et ma question, en fait, si vous voulez, c'est on a une pyramide des âges des agriculteurs qui est, je crois, plus de 50% des agriculteurs. Plus de 50%, plus de 50% des agriculteurs ont 55 ans et plus, apparemment. Voilà, donc la question c'est, est-ce que dans 10 ans, on aura encore des gens qui vont nous nourrir? Parce que quelque part, comment on remplace ces personnes et comment on arrive à donner, entre guillemets, de l'enthousiasme à faire ce métier? Alors, ils ont trouvé les parades en endettant beaucoup les agriculteurs, c'est-à-dire que certaines fermes, nous on voit bien en gros, on dit qu'on a 2 abrutis par commune, mais c'est pour prendre une moyenne, des gens qui ont beaucoup investi, ils ont surinvesti, c'est-à-dire qu'à une époque, on faisait vivre une famille avec 10, 15, 20 vaches, et aujourd'hui, ils sont rendus à plus de 100 vaches laitières par personne. Donc, les outils de transformation ont fait endetter les agriculteurs et on a fait des gains de productivité énormes qui ont été dans les bras de l'agroalimentaire, dont vous n'êtes pas responsable, puisque vous, en tant que consommateur, même par votre acte citoyen, vous n'êtes pas en lien direct avec nous, puisqu'on ne vous vend pas vos produits. On les vend à la grande distribution, qui sont en bras de fer avec l'agroalimentaire. Mais alors, le mal-être paysan, si vous voulez, on a plusieurs problèmes. Dans les mouvements associatifs qu'on a, on essaye depuis des dizaines d'années de faire bouger. Et on ne peut pas faire bouger. On ne peut pas faire bouger. Alors, il y a l'empreinte du syndicat, certes, mais pas que. Il y a le problème, c'est qu'un agriculteur, la plupart d'entre nous, on l'a pris, moi c'est mon cas, j'ai pris la suite de mes parents, je pense que ça évoluera par les non-agricoles, les gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. C'est eux qui vont faire évoluer le métier. Parce que nous, c'est la guerre aux hectares, c'est la guerre à la parcelle. Et ça, c'est un combat sans fin. Il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté dans le monde agricole. Et lorsqu'on discute entre nous, mes sœurs travaillaient dans les hôpitaux, elles sont à la retraite, elles étaient infirmières, on communique nos salaires. Mais un paysan ne dira jamais son salaire, jamais. Il y a une orgueil, il y a une fierté. Donc on est arrivé à du cannibalisme. On se détruit entre nous. Ils nous ont mis en compétition entre régions, puis entre pays, et puis entre les Néo-Zélandais, les Indiens et autres. Et c'est ça qui provoque le mal-être agricole et qui pousse les gars au suicide. Alors pourquoi les gens ne bougent pas? Eh bien, les gens ne bougent pas parce que, si vous voulez, c'est pour ça que vous les voyez aller à la grande distribution. Ils ne peuvent pas aller au parc à la grande distribution. C'est le syndicat qui les envoie demander des comptes à la grande distribution. Alors, l'histoire de la brique de lait à 1 euro, c'est une plaisanterie. Ça représente 6% du prix de notre lait. Les industriels vendent une caséine qui vaut 5 000 € le gramme, qu'ils vendent dans les pharmacies. Ils valorisent les fromages, ils valorisent les yaourts, c'est une plaisanterie. Lactalis, c'est une fortune mondiale. Tous les industriels ont fait fortune, tous, dans ces grands groupes-là. Donc, ils nous divisent avec ça. Et les gens ne bougent pas, ils vont à la grande distribution, ou ils vont à la préfecture, où ils barrent les routes, vous êtes habitués de voir du fumier ou des routes barrées par les paysans. Parce qu'en fait, le vrai interlocuteur, c'est celui qui fait notre facture. C'est le groupe LDC qui achète les volailles. C'est Jean-Paul Bigard qui a la main sur les abattoirs. C'est lui qui paye les animaux des parcs-fermes. Et comment il fait pour mettre la pression? Ben, il joue avec les importations et les exportations. Il fait venir des animaux de Turquie, comme font les industriels laitiers. En fait, c'est la libre circulation des biens des hommes, des marchandises et des capitaux, sans aucune régulation des politiques, qui a permis à des multinationales de mettre en compétition un paysan indien avec un Français, avec un Belge, avec un Italien. Et donc les gens ne vont pas aller demander des comptes à leur coopérative, puisque, je vous l'ai dit, on est endetté soit par la banque, soit par la coopérative. Et on n'a qu'un acheteur en face, parce qu'ils se mettent d'accord entre eux. Et donc on a essayé de leur faire des procès. Moi j'ai un copain en Vendée, à côté du Puy du Fou, qui a emmené le groupe LDC, qui a fait une procédure. Ben, les bâtiments sont vides. Heureusement qu'il n'avait plus d'emprunt, parce qu'il serait mort. 15 jours après, il emmène les poulets. 15 jours après, vous êtes vide.
Et personne ne vous ramènera de poulet, parce qu'ils sont en situation d'oligopole. Pareil sur la production laitière. Vous attaquez une laiterie, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous avez intérêt d'être à la retraite, hein, parce que vous ne serez plus collecté. C'est ça la vérité. La pression, elle est là. Elle est faite par l'agroalimentaire. Et aucun politique, moi j'ai eu la chance d'aller dans les ministères avec l'équipe Bruno Le Maire et puis après avec Stéphane Le Foll et François Hollande. Après, bon, ça n'a pas continué avec l'équipe Macron qui décidément n'apprécie pas les indépendants. Mais il nous disait qu'il ne pouvait rien faire. Bon, il ne pouvait rien faire, sauf que M. Bruno Le Maire, en une nuit à l'Assemblée nationale, il a donné notre licence aux industriels. M. Rocard avait mis en place des quotas laitiers. On avait une référence qui est une licence, comme la licence des taxis, qui était rattachée à nos hectares. Quand on achetait des hectares de terre, si on libérait des terres, la référence laitière s'en allait au prorata des hectares. Ça donnait une certaine valeur économique. Même si on ne faisait pas fortune à faire du lait, on va dire que c'était moins mal. Eh bien lui, les quotas laitiers, il les a donnés aux industriels du lait. Et il l'a remplacé par la contractualisation. Vous savez ce que c'est que des contrats? Il nous a mis des contrats de travail sans prix. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est au mois de septembre, les gens livrent du lait, ils sauront peut-être le 10 octobre le prix qu'ils seront payés. Parce que c'est l'industriel qui fait la facture, c'est lui qui gère les volumes, c'est lui qui gère tout. Et nous, ce qu'on demandait à travers l'appli nationale avec nos greffes du lait, il y a des modèles qui fonctionnent. Il y a le modèle canadien de la gestion de l'offre. Il faut que la gestion des volumes soit gérée par des organisations de producteurs indépendantes. Et là, on demande leurs besoins et chaque mois, on leur fournit le lait. Mais c'est nous qui devons faire notre facture. C'est pas eux qui doivent faire la facture. Et tant qu'on sera avec des contrats léonins comme ça, qu'on sera asservi à l'agroalimentaire qui en fait est le syndicat, malheureusement le verre est dans le fruit, hein. Tant qu'on sera dans une situation comme ça d'asservissement, vous pouvez aller dans les magasins, payer tous les prix du monde, il ne reviendra pas un centime au producteur. C'est triste ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Alors, on a de nombreuses... Récemment, ça semble être un phénomène assez nouveau. On a de nombreuses associations antispécistes. On a également des associations, des collectifs écologiques qui attaquent les agriculteurs et les éleveurs peut-être plus violemment qu'ils ne le faisaient auparavant. Comment vous expliquez ce phénomène? Et est-ce que, quelque part, l'agriculteur n'est pas en train de devenir le punching ball pour une certaine partie de la population? Alors, en plus, le triste bilan de ça, bien sûr, c'est que, alors comme dans tous les partis, hein, moi je les ai rencontrés, je connais ces mouvements écologiques, je connais le 214, ils sont venus à ma rencontre, hein, je connais tous ces gens-là. Alors, le pire de ça, c'est que vous financez l'agriculture depuis 1962 à travers le régime de la sécurité sociale. On est dépendant du régime de la sécurité sociale, on est resté avec notre régime bancal de la mutualité sociale agricole, puisque le syndicat n'a pas voulu rentrer dans le régime général. Donc vous nous financez nos retraites depuis 1962, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, sur 15 milliards d'euros, nous les paysans, on verse 3 milliards d'euros. L'État, vous, vos impôts, vous savez que 70% des impôts sont des impôts indirects, 30% sont des impôts directs, vous versez 7 milliards et la sécurité sociale verse 5 milliards. C'était 5, 12 et nous que 3. Donc vous nous financez depuis 1962. Je continue. Le RSA, la prime d'activité, vous nous financez à travers les impôts des Français depuis 2004 et 2007. Vous nous financez à travers la politique agricole commune, qui est un chèque, certes, qu'on remonte à l'Europe, c'est payé par la TVA des États, mais c'est quand même 9 milliards d'euros qui revient aux agriculteurs. Et malgré tout ça, on ne peut pas vivre. Et malgré tout ça, il y a le développement, par exemple, d'associations comme L214. Pourquoi? Je ne vous ai pas parlé des veaux. Les veaux, les petits veaux d'élevage, il y a ceux qu'on élève et il y a ceux qu'on vend au bout d'un mois, parce que quand on élève, on garde les femelles, les mâles, ils partent en veaux d'engraissement, si vous consommez du veau. Les veaux d'engraissement, il y a 2 opérateurs hollandais qui ont la main sur le marché européen des veaux. Aujourd'hui, pour
on va dire, est à l'équilibre, il faudrait vendre un petit veau à un mois autour de 200 €. Parce qu'il faut y donner du lait, il faut payer l'insémination. On a payé un inséminateur qui a mis une paillette pour avoir un veau. Bon. Il arrive qu'il coûte 10 €. Il arrive qu'il soit à 50 €. En ce moment, ils sont autour de 90, 100 €. La race jersiaise, par exemple, tous les veaux mâles, ils n'en volent pas. Donc, je vais vous démontrer où on est arrivé dans le modèle capitaliste, la connerie, qu'a déclenché, à juste titre, des associations animalistes, parce qu'ils n'ont pas tous les torts. Attention. C'est que dans les élevages, les gens sont rendus à tuer les veaux. Alors il y en a, ils font passer le vétérinaire, parce qu'ils ne veulent pas les tuer. Le vétérinaire passe le mardi ou le vendredi, avant le week-end, hein, dans les gros élevages, puis ils font une piqûre. Pourquoi? Parce que faire boire le veau, ça coûte plus cher que de le vendre 50 € au bout d'un mois. Donc on est arrivé dans un modèle d'oligopole où 2 Hollandais ont la main sur le marché, vous savez, les veaux en batterie, là, hein, ils ont la main sur le marché du veau, ils font la pluie sur le beau temps. Hein, on est arrivé dans un non-sens économique total. C'est la raison pour laquelle je me garderais bien d'insulter les écologistes et les animalistes. Certes, certains vont trop loin. Moi, je les ai rencontrés. Ils sont contre l'élevage intensif. Là-dessus, on peut être d'accord. Plus manger de viande du tout, c'est pas réaliste. En manger moins, peut-être. Plus du tout, c'est pas réaliste. Mais quand on voit des tableaux comme l'histoire du veau, quand on voit les concentrations des élevages, que ce soit en porc ou autre, et tout ça, pour gagner moins de 350 € ou 600-700 € mensuels, avec un endettement. On a un collègue récemment, là, au niveau du SAMU, que j'ai repris au téléphone l'autre soir à 10 h, il a 1 100 000 € d'ouverture de crédit, 3,5 millions d'emprunt, 3,5 millions d'euros d'emprunt, 1 100 000 € d'ouverture de crédit. Allez au taquet, faut la renouveler une fois par an. Mais tout ça pour gagner même pas 1 000 €. Et sa femme travaille à l'extérieur. Bon, mais là on est dans un non-sens économique. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette théorie de nous mettre en compétition, au départ, les paysans, ils élevaient leur famille. Vous savez, beaucoup d'entre vous sont originaires du monde paysan. Même s'ils ne faisaient pas fortune, ils élevaient leur famille. Mais ça montait en puissance à partir des années 60-70. Quand ça tirait trop dur, en fait, le premier levier qu'ont utilisé les paysans, ils ont envoyé les pousses travailler à l'extérieur. Et puis après, ils se sont mis, certains essayent de monter des méthaniseurs. C'est pour trouver une parade aux revenus. Certains acceptent les éoliennes sur leur terrain, parce qu'ils vont récupérer 3-4 000 € par an de l'éolienne. 10 000 s'ils sont propriétaires, parce que c'est 50% pour le locataire, 50% pour le propriétaire. Donc les gens cherchent des leviers pour parer à cette absence de revenus. Donc c'est la fuite en avant, si vous voulez. Et le problème avec de l'élevage, c'est que c'est très prenant, parce que c'est de 7 jours sur 7. Là, moi, je vous avoue que je suis venu aujourd'hui, parce que mon fils qui est à l'école d'ingénieur, il n'y a pas d'école le samedi et le dimanche. Donc il est en train d'aider ma femme, mais sinon, je suis obligé de me dépanner avec un voisin. Avec du vivant, vous ne pouvez pas quitter l'exploitation, parce qu'il faut de l'eau, de l'électricité. Dès qu'il y a quelque chose, c'est du vivant. S'il y a un vélage, qu'il soit 10 h, qu'il soit minuit, qu'il soit 6 h, faut être présent. Vous ne pouvez pas dire « je m'en vais, je reviendrai demain matin ». C'est du vivant. Alors, malheureusement, l'heure tourne et il va falloir que nous arrêtions. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure, peut-être des pistes pour améliorer notre souveraineté alimentaire? Donc, juste assez rapidement, et comme ça, nous concluons. Eh bien, faut mettre un modèle en adéquation avec le climat, adapter les cultures suivant les départements, parce que où il y a peu de pluviométrie, c'est pas la peine de monter des bassines pour faire 10-15 passages d'enrouleurs, ça ne sera pas rentable. Donc, faut mettre le système en adéquation. Il faut revoir le modèle économique de cette financiarisation via les plateformes que je vous ai dit de l'agroalimentaire, qui sont des oligopoles au niveau mondial, sans quoi on ne pourra rien faire. Et ça passe par des hommes politiques courageux, le législateur. Il y a des modèles, il y a la charte de la Havane, j'en ai parlé avec Jacques Saphir hier, la charte de la Havane qui était un modèle qui prenait ni le modèle soviétique, c'était un modèle entre deux, qui refusait le modèle soviétique, qui a échoué, et qui refusait
le modèle ultralibéral américain. C'était la charte de la Havane, vous irez voir sur Internet. C'est la réciprocité des échanges, la primauté du politique sur l'économique. Donc je peux conclure. Alors pour conclure, je vous dirais, je conclue souvent mes débats là-dessus, dans mon exploitation que j'ai reprise, c'est la raison pour laquelle je ne tiens pas à ce que mon fils s'installe parce qu'il n'y a pas de rémunération. Mon grand-père a arrêté d'exploiter en 1953. Il a élevé une famille de 5 enfants avec 5 hectares et 5 vaches. Mon père a exploité de 1953 à 1988. Il a élevé une famille de 5 enfants avec 30 vaches laitières et 38 hectares. Et moi, avec plus d'une centaine d'hectares, il est possible que j'arrive à faire crever ma famille. Alors, je terminerai sur la phrase de notre ancien ministre Edgar Pisani, qui avait d'ailleurs un vignoble dans mon département. Il a dit, fondateur de la politique agricole commune, il a dit soit une politique agricole a fonctionné et il faut savoir la faire évoluer, soit elle n'a pas fonctionné et il faut savoir en changer. Eh bien, je crois qu'il est urgent d'en changer.